Je suis chargé d'excuser Virginie Langlais, dont nous regrettons énormément la présence, mais qui a eu un impératif absolu et qu'on respecte totalement, et qui l'a empêchée d'être présente. Elle est là néanmoins parce que Virginie Langlais est quelqu'un qui a finalement pas mal d'importance dans l'implémentation de cette réglementation, parce qu'elle est scie les futurs DPO du département des Alpes-Maritimes, et son département, grâce à elle, est particulièrement en pointe dans l'implémentation de ces règles. C'est un département qui a été le premier à obtenir une labellisation de la CNIL, et Virginie Langlais est quelqu'un qui est réellement en avance sur l'application de cette réforme. Elle est là néanmoins, puisque je crois que je peux préciser que vous avez travaillé sur la présentation ensemble, et que donc vous allez présenter aussi bien pour elle que pour vous, et que je quitte le micro pour pouvoir afficher la dite présentation. Bonjour. Oui, voilà. Bonjour. Donc effectivement, je vais faire un petit peu le roi soleil. C'est-à-dire je vais dire nous, puisque j'associe totalement Madame Langlais à la présentation, puisque nous l'avons travaillé ensemble. Et nous sommes ici en tant qu'administrateurs de l'Association française des correspondants à la protection des données, association qui... Pour lequel il y a une documentation qui est à votre disposition à la sortie de la salle pour ceux qui voudront plus de précisions sur cette association. Voilà, super. Donc association qui s'est inscrite très tôt, puisque dès 2004, dans l'accompagnement des correspondants informatique et liberté, puisque c'est le nom actuel du futur DPO. Alors sur le sujet qui nous a été confié, peut-être que ça va s'afficher. Le sujet qui a été confié à la FCDP est celui sur les outils mis à disposition des DPO dans le cadre de la mise en conformité avec le règlement européen à la protection des données. Donc dans le titre, en fait, on a... C'est bon ? D'accord. Dans le titre, vous remarquerez qu'en fait, on a utilisé les deux acronymes. Alors, bien évidemment, l'acronyme de DPO est celui qui va être en libre circulation au niveau de l'Union européenne. Cela dit, je me fais l'écho quand même de la CNIL qui parle dans toute sa documentation et ses communications de délégué. C'est-à-dire que pour nous, l'acronyme, alors qui est moins sexy, je dirais, moins joli que celui de DPO, il n'empêche qu'on parle de délégué à la protection des données, et notamment en ce qui concerne les PME, qui constituent quand même la grande partie du tissu économique français, si ce n'est européen. Quand vous parlez de DPO, on commence déjà à leur faire peur, et quand on enchaîne sur la mise en œuvre du règlement européen, qui est une énième contrainte et ô combien forte, alors là, on a fini par les faire fuir. Or, comme il a été dit ce matin, c'est une réglementation qui a vocation à intéresser toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, à partir du moment où on a des traitements de données à caractère personnel, c'est-à-dire en réalité la grande majorité des entreprises françaises et européennes, bien évidemment, et des entreprises tout court. Et établissements aussi du secteur public. Moi, j'avais donc 3 remarques. La première, c'est sur l'acronyme, donc d'utiliser également celui de délégué, puisque vous allez le retrouver dans la documentation. Autre remarque, c'est que ce sujet que vous nous avez confié atteste en fait des niveaux de gouvernance de cette réglementation. C'est-à-dire jusqu'à une période relativement récente, on parlait de la gouvernance au niveau européen, donc avec le G29, comme on vous l'a dit ce matin, à l'ensemble des CNIL européennes qui donnaient des avis et des lignes directrices très très utiles. On avait la gouvernance au niveau national avec les autorités de contrôle, donc la CNIL pour nous, et puis la gouvernance via le correspondant informatique et liberté au niveau de l'organisme. Et en fait, le règlement européen, dans le cadre des profonds changements qu'il induit, on a véritablement une très très forte place qui est attribuée aux délégués à la protection des données et donc à la gouvernance au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va être réellement le porteur, le chef d'orchestre, le maître d'œuvre de cette mise en conformité. Deuxième remarque que je voulais vous soumettre, c'est qu'en fait, on n'a pas un délégué, on n'a pas un DPO, il y a un ensemble de délégués au pluriel, comme on a autant d'entreprises et d'organismes, dans le sens où c'est une très très grande famille avec des fonctions qui sont exercées de manière très très différente. Donc en fonction du secteur, le délégué dans le secteur privé n'a pas les mêmes, va pas
va exercer, je dirais, sa fonction de la même manière que dans le secteur public, en fonction donc du secteur, de la taille de l'entreprise, en fonction du niveau de maturité quant à l'appréhension des différentes exigences qui sont posées au titre de la protection des données. Donc en fait, on parle vraiment plutôt de plusieurs délégués, et partant de là, conséquence immédiate, on a également une pluralité d'outils qui sont mis à la disposition, et surtout que ces délégués vont devoir s'approprier. Ah oui, c'est moi qui ai le... Voilà. En ce qui concerne donc la FCDP, dès 2004, la question s'est posée, du fait de la transposition en droit français, comme on nous l'a dit ce matin, de cette nouvelle possibilité de désigner une personne qui allait permettre aux responsables de traitement de ne pas avoir à déclarer certains traitements, c'est-à-dire en fait un assouplissement au niveau des obligations déclaratives. Du coup, on avait ce correspondant, puis finalement, mais pour les entités qui avaient désigné, on avait quelqu'un qui ne savait pas trop comment se saisir de sa fonction, que faire dans le cadre de l'élaboration du registre, qui est, je dirais, l'ensemble la cartographie des traitements au sein de l'organisme. Et du coup, très rapidement, l'idée s'est faite, et dans le cadre de l'association notamment, de pouvoir permettre à ces professionnels de communiquer entre eux, de partager, d'échanger, et en particulier sur leurs bonnes pratiques. Et donc, c'est ce qu'on compte bien continuer à faire. En 2006, s'est tenue la première université qui a permis aux correspondants donc, de se rencontrer physiquement, et qui continue et perdure aujourd'hui. Et en 2011, on a monté un réseau social donc, dédié aux correspondants, et puis après élargi à toute personne qui assumait la responsabilité de la protection des données au sein de son organisme, encore une fois privé ou public, de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, de pouvoir échanger sur les difficultés rencontrées. C'est-à-dire là, j'ai par exemple tel sous-traitant, comment est-ce que je muscle ma disposition sur la protection des données. Là, je suis confronté à un transfert de données, est-ce que je dois choisir c'est telle catégorie de clause contractuelle type ou pas, comment est-ce que je présente mon dossier auprès de la CNIL. Donc ce type d'échange très très important pour l'exercice de la fonction. La FCDP également veille à accompagner et promouvoir la profession auprès des différents organismes, et puis comme dans le cadre de conférences comme celle-ci, vise à favoriser également les relations avec l'autorité de contrôle, avec la CNIL. C'est-à-dire qu'on est très souvent proche et sollicité, et on collabore avec la CNIL dans le cadre de groupes de travail pour pouvoir faire des remontées terrain en réalité, pouvoir se faire l'écho des difficultés rencontrées concrètement dans le cadre de l'exercice des missions et de la fonction. Et depuis effectivement donc 2012, c'est-à-dire l'annonce officielle de la refonte de la réglementation applicable à la protection des données à caractère personnel, eh bien, on est dans le cadre de l'accompagnement du changement de l'actuel correspondant à la protection des données vers les nouvelles missions de délégués à la protection des données. Alors aujourd'hui, on a on va atteindre les 2500 individus, donc membres, personnes physiques de l'association. Et on a également développé des groupes de travail, donc l'initiative part de Paris, et des groupes de travail dans différentes régions, donc qui sont organisés soit par région, dont le groupe Méditerranée, dans lequel on a le plaisir de collaborer, et également sur des thématiques spécifiques, comme par exemple la protection des données de santé, les problématiques liées à l'analyse d'impact, donc par secteur, par les protections dans le cadre du secteur bancaire, donc des groupes de travail spécifiques sur les données. Dans le cadre du titre, on avait la question des outils spécifiques qui pouvaient être utilisés par le délégué sur la mise en conformité du règlement européen. Parce qu'effectivement, je dirais que c'est une nouvelle mission pour ceux qui viennent d'être nouvellement désignés, puisqu'on enregistre, la CNIL enregistre des désignations de façon régulière, et je crois une augmentation de plus de l'ordre de 30% par rapport aux années précédentes. Des outils spécifiques et surtout de nouvelles missions dans le cadre de cette mise en conformité. Alors moi, on a repris avec Virginie les étapes qui ont été identifiées par la CNIL sur cette mise en conformité, avec le fait, effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment, cette mise en conformité est forcément dynamique, donc elle commence, le cas échéant, à partir du 25 mai 2018, mais elle a vocation à une longue vie.
a une certaine pérennité et de toute façon sera nécessairement dynamique. Donc les choses ne vont pas être arrêtées à un quelconque moment. La première étape qui a été identifiée est celle du pilotage, c'est-à-dire on va se saisir du chantier, règlement conformité légale au règlement européen. Et en fait, nous, on s'est aperçu sur les différentes sollicitations de la FCDP qu'en réalité, souvent, cette mise en conformité a été appréhendée comme un projet. C'est-à-dire qu'on va l'aborder en mode projet, avec un comité de pilotage si on peut, avec des échéances, avec différentes exigences à mettre en place. Deuxième étape, cartographier. Cartographier, c'est-à-dire établir une cartographie de l'ensemble des traitements qui sont mis en place au sein de l'organisme, et puis cartographier aussi les conventions, puisque, comme cela a été dit tout à l'heure, effectivement, le règlement européen va induire des modifications des dispositions dans les conventions, des modifications des dispositions dans les mentions d'information à destination des personnes. Ça, c'est aussi des chantiers dont doit se saisir le délégué à la protection des données. Prioriser les actions à mener, je reviendrai un petit peu plus dans le détail. Gérer les risques, effectivement, c'est un très gros chantier puisque une des très fortes innovations du règlement européen est d'introduire le principe de accountability et également le fait de réaliser des analyses d'impact dans le cadre de traitements qui sont identifiés comme étant risqués. Organiser la mise en œuvre et surtout la documenter. Alors, merci. Sur le fait de piloter, en réalité, le premier outil, c'est le délégué lui-même. Et il est identifié comme tel sur le site de la CNIL qui, lorsque vous allez chercher sa petite boîte à outils, bien, la première occurrence sur laquelle on tombe est celle du délégué, le SIL, donc futur délégué à la protection des données, parce qu'effectivement, c'est l'incontournable personne, sur les autres niveaux aussi, mais c'est l'incontournable personne sur la mise en œuvre de la conformité. Encore une fois, quelle que soit la taille de la société. Alors, à propos de l'outil délégué, je ne vais pas revenir sur la question de la désignation obligatoire qui a été un petit peu anxiogène, parce que j'ai pas mal de mes clients qui sont revenus en me disant « Oh, mais est-ce que moi aussi ?» Non, en fait, il y a une appréciation qui reste au cas par cas, en fonction des conditions qui ont été posées et qui tournent surtout, si on doit en tirer un critère, le critère de la grande échelle, en dehors des organismes publics qui sont de facto astreints. La question que ça peut poser, c'est la question en réalité du conflit d'intérêts par rapport à cette désignation, sachant que la ligne directrice est que la désignation ne doit pas être faite sur une personne qui occuperait un poste, je dirais, qui déciderait de la mise en œuvre des traitements. Typiquement, le DSI, dans les lignes directrices du G29, ne peut pas être désigné comme étant un délégué. Le directeur financier non plus, le directeur marketing non plus. On a une fonction qui est rattachée à une fonction de direction, mais qui n'est pas une fonction de direction. Les deux points très particuliers de l'exercice de cette profession, cette fonction, est le principe d'indépendance, ainsi que l'absence de responsabilité, qui ont déjà posé souci dès 2004 et qui vont continuer à poser concrètement souci dans l'exercice de la fonction, à savoir le fait que le délégué ne reçoit pas d'instructions dans le cadre de l'exercice de ses missions, de la part du responsable de traitement qui, sous-entendu, cela étant, est quand même son employeur, et de la même manière n'engage pas sa responsabilité en cas de manquement aux obligations prescrites par la réglementation. Ce qui fait que pour la désignation, on a quand même quelques prérequis en amont et des questions à se poser, comme celles qui ont été délivrées tout à l'heure, de façon à pouvoir déterminer le bon profil. Les outils pour la désignation, on en a quand même quelques-uns. C'est sur le slide juste après. Alors notamment la CNIL et le G29, bon, pour ce forum, c'est pas grave, là c'était juste celui d'avant, Nicolas. La CNIL et le G29 ont publié des documents qui sont très utiles sur la définition du profil du délégué, sur les différentes problématiques liées aussi au conflit d'intérêts. Donc on peut s'appuyer sur cette documentation en français côté CNIL, donc disponible sur son site, et malheureusement encore en anglais sur le document du G29. S'appuyer sur des règles professionnelles. Dans le cadre de la FCDP, nous avons travaillé sur l'élaboration d'une charte déontologique qui est en cours de finalisation et qui pourrait être le squelette des droits et des obligations dans le cadre de l'exercice de cette fonction.
Et puis, alors pour les avocats, la possibilité étant offerte d'être désigné en tant que correspondant aujourd'hui et délégué à partir de mai 2018, effectivement, cette possibilité est offerte dans le cadre du règlement. Cela étant, ne va pas sans poser de problème puisqu'on a une difficile articulation entre la représentation de notre client et son assistance en tant que délégué. Et la question n'est toujours pas réglée à ce jour au niveau notamment du Conseil de l'ordre. Les différents outils qui sont mis à la disposition du délégué sur sa formation, puisqu'il est prévu dans le cadre du règlement le fait que le délégué doit présenter des compétences en matière juridique, notamment en regard de la lecture de cette réglementation, du règlement européen, donc de fortes compétences juridiques, mais également des compétences dites techniques et une parfaite connaissance de son organisme. Différents outils sont aujourd'hui disponibles. Alors, en particulier, les formations qui ont été labellisées par la CNIL, donc dans des formations liées au règlement européen. Les ateliers de la CNIL, il y a des formations initiales et des formations continues, celles qui sont labellisées. Il y a également les ateliers de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et puis, j'invite les futurs délégués à adhérer. Alors, il y a des associations qui sont présentes, qui permettent d'échanger les bonnes pratiques, c'est le but, dont la FCDP, mais d'autres qui sont en train également de se constituer. En ce qui concerne les missions, je vais revenir que très brièvement dessus. Très schématiquement, les missions sont une mission, je dirais, d'avoir la bonne parole en interne. Pour avoir la bonne parole, il faut soi-même avoir de solides connaissances, d'accompagner. La principale évolution, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un accompagnement consultatif de la part du correspondant. On va glisser, notamment avec l'analyse d'impact, vers du contrôle. Ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau de ces différentes exigences liées aux missions à accomplir, je trouve que, je me fais l'écho du ressenti des différents délégués, le règlement européen, en fait, a procédé à un décloisonnement de la profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les différents métiers doivent se rencontrer parce qu'il n'y a pas un projet qui n'est pas impactant sur la protection des données à caractère personnel, et toutes les réunions qui se font autour des projets, donc en particulier digitaux, mais pas que. On doit avoir la direction des achats, la direction marketing, la direction juridique, et tout le monde doit être autour de la table de manière à pouvoir intégrer, et c'est aussi de l'ordre du privacy by design, les problématiques de protection des données en amont. Donc voilà ce qui change, je dirais, au niveau des missions. Cartographie. Deuxième étape, et pas des moindres, la cartographie des traitements et le fait de cartographier, c'est-à-dire de faire en fait un état des lieux de la protection des données au sein de l'entreprise. Les différents outils là qui sont mis à disposition du délégué, c'est d'une part le référentiel de la CNIL qui énonce un certain nombre d'exigences, donc justement pour obtenir le label gouvernance, mais l'avantage de ce référentiel est qu'il part des différentes exigences qui font que le traitement est un traitement qui est conforme aux prescriptions légales, aux exigences en termes de sécurité, en termes de conservation limitée des données, en termes de respect des droits des personnes. Donc de s'appuyer sur le référentiel de ce label pour pouvoir établir sa propre cartographie, je dirais son analyse des traitements qui sont mis en œuvre. On a également le recours possible à des outils applicatifs qui sont actuellement sur le marché. Dans le cadre de la FCDP, on a dressé une liste de certains de ces outils. L'idée est que, en fait, il faut les benchmarker, il faut se les approprier. Et les outils dont on a établi la liste, en fait, sont des outils qui sont remontés par tel ou tel correspondant, tel ou tel DPO qui l'aura utilisé en disant, voilà, là c'est très bien. Mais cela étant, il faut garder à l'esprit que chaque outil a besoin d'une nécessaire appropriation en fonction de l'organisme dans lequel on va l'appliquer. Il n'y a pas un outil dédié à l'ensemble des organismes. Et enfin, dernier outil, le registre. Le registre, c'est la liste des traitements qui doit être tenue par le délégué, donc en fait qui reprend les différents items allant de la collecte des données, quelles sont les catégories de données qui sont traitées, comment est-ce que je le fais, c'est-à-dire via quelle application, est-ce que je vérifie bien la sécurité des données avec des mesures qui doivent être prises, de l'habilitation des accès et ainsi de suite. Et pareil, on a un exemple et un modèle de registre censé être conforme au règlement européen sur le site de la CNIL, voilà, dont
une des fiches est reproduite. Je ne suis pas sûre que vous y voyez grand-chose. Et en réalité, ce registre, c'est une des fiches du registre, reprend les différents items qu'on doit trouver dans le registre. Encore une fois, c'est un outil, c'est très bien de s'en saisir, c'est un outil qui doit absolument être adapté à la culture de l'organisme lui-même. Deuxième outil lié au fait de cartographier, dans le cadre, il y a une cartographie qui aura trait au traitement, une cartographie qui va avoir trait à l'ensemble des conventions. Donc cartographier les contrats partenaires et les contrats avec les sous-traitants. L'objectif étant d'adapter, de modifier, voire d'introduire des dispositions qui permettront d'être en conformité légale avec le règlement européen. Et la CNIL vient très récemment de proposer un modèle de clause permettant de répondre aux exigences de l'article 28 du règlement européen. C'est un article qui liste l'ensemble des mentions qu'on doit trouver dans les contrats de sous-traitance. Alors, on a rassemblé les deux étapes qui sont identifiées par la CNIL, qui sont de prioriser et d'organiser la mise en conformité. Et en réalité, pour ces étapes-là, on n'a pas franchement d'outils existants, puisque le fait de prioriser, en règle générale, ça va quand même être déterminé par le responsable de traitement lui-même, à savoir la direction de l'organisme. Donc, la seule chose, c'est qu'effectivement, le délégué à la protection des données doit y être associé. Et de la même manière, pour organiser, en fonction des priorités identifiées, en fonction des chantiers liés au vaste chantier règlement européen, en fait, c'est une décision pour laquelle on n'a pas d'outils. Les outils, je dirais, c'est le savoir-faire et le savoir-être du délégué au sein de son organisme. En tout état de cause, on a des communications plus générales du G29 qui permettent et qui peuvent être considérées comme constitutives d'outils. Sur la gestion des risques, c'est une autre étape et très 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 importante, puisque je rejoins tout à fait le point de vue qui a été précédemment donné, c'est qu'aujourd'hui le règlement européen, c'est une approche risque de la protection des données, et ça n'est pas un hasard si on trouve dans le cadre de cette approche risque une importance considérable attribuée à l'analyse d'impact quand on est confronté à des traitements identifiés comme risqués. L'analyse d'impact, jusqu'à une période relativement récente, on ne savait pas du tout par quel bout la prendre. On partait en courant voir les les responsables de la sécurité des systèmes d'information, puisque les gens de la sécurité, l'analyse d'impact, c'est quelque chose qu'ils savent faire. C'est quelque chose qu'ils ont mis au point. Ils ont des outils, des solutions, ils ont des applications, ils ont des outils en termes d'organisation. Mais l'idée était de pouvoir faire bénéficier ces outils et de les appliquer à la protection des données. C'est en train de se mettre en place. On a des références comme les lignes directrices du G29 aussi récentes, vous le verrez, donc avril 2017. Elles ont été finalisées en octobre 2017. La CNIL vient de publier une solution, donc un outil applicatif sur son site. Donc je peux vous dire qu'on a échangé avec certains membres de la FCDP et que l'outil est assez ergonomique et plutôt facile d'appréhension. Donc à s'approprier encore une fois. Et actuellement, autres outils qui vont être, mais qui sont en cours d'élaboration, les normes ISO, qui vont servir également de référence et qui sont en cours de construction. Et il y a différents outils donc, qui sont sur le marché, avec différents prestataires, fournisseurs de solutions. Encore une fois, l'idée, c'est de vous rapprocher d'autres personnes qui les ont utilisées et de benchmarker. L'analyse d'impact, alors juste deux petits schémas, mais là je vais passer très vite. Ça c'est dans le cadre du G29. L'idée surtout à en retenir, et c'est un petit peu le même problème, encore pire sur la diapo après, voilà ce que ça donne, c'est-à-dire que l'analyse d'impact ne doit pas être vue, je dirais, séparément et indépendamment de tout le contexte. Aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'on fasse au niveau de la protection des données, au sein de l'organisme, on s'inscrit dans un écosystème qui est l'ensemble des autres métiers de l'entreprise, comme en attestent les différents organigrammes. Dernière étape, documenter. Effectivement, le principe de accountability repose sur le fait de « je suis conforme à la réglementation, mais je peux le prouver ». Et qui dit je peux le prouver, ça veut dire que je vais pouvoir fournir tous les documents qui vont attester de ma compliance. Sur les documents, le document phare, bien évidemment, c'est le registre. Alors le registre, il existe depuis 2005, puisqu'il a été, il existe d'ailleurs depuis 1995. Le registre, c'est la liste des traitements qui est tenue par
le délégué à la protection des données. Ce registre peut être tenu sous n'importe quelle forme, en ce compris format électronique. C'est vraiment le premier document, je dirais, premier outil sur lequel il va falloir porter son attention. Je vous renvoie à ce qui a été mis sur le site de la CNIL, et encore une fois, il existe aussi des solutions et des applicatifs. Deuxième outil très important, c'est le bilan, parce que le bilan va attester de qu'est-ce qui a été fait au sein de mon organisme pour la protection des données à caractère personnel. Est-ce qu'il y a des formations qui ont été, est-ce qu'il y a des sessions de sensibilisation qui ont été organisées? Est-ce que j'ai bien fait circuler l'information? Est-ce que j'ai un réseau qui a été mis en place? Si le réseau est mis en place, comment est-ce qu'il fonctionne? Quelles sont les procédures qui ont été adaptées? Quelles sont les actions qui ont été menées au cours de l'année? Et toutes ces actions sont censées être répertoriées dans le bilan, qui fait en fait un bilan de l'activité informatique et liberté, de l'activité protection des données au sein de l'organisme. Ça fait partie des documents auxquels pourra demander à accéder l'autorité de contrôle. Des nouveaux outils sont en cours d'élaboration. Ces nouveaux outils, c'est parce que ce sont des outils qui sont liés aux nouvelles obligations prescrites, comme typiquement la notification des violations de données à caractère personnel, qui est une exigence nouvelle pour l'ensemble des acteurs, puisqu'elle existe déjà pour les opérateurs télécoms. La CNIL a mis en ligne un formulaire de déclaration en fait, des violations de données, puisque effectivement, c'est le premier interlocuteur en cas de violation de données à caractère personnel, mais ce formulaire a le mérite d'exister, puisqu'il donne le cadre de ce qu'on doit déclarer à la CNIL. Différents outils sont en attente, et je dirais qu'ils sont fondamentaux, dans la mesure où on attend beaucoup de la certification, de la labellisation, des codes de bonne conduite qui vont constituer les documents de référence dans la pratique professionnelle de tous les jours du DPO. À ce titre, la FCDP s'est rapprochée et travaille activement avec la CNIL pour une labellisation de la fonction de délégué à la protection des données ou d'expert sur la protection des données, sachant que le marché règlement européen étant ce qu'il est, vous avez beaucoup de personnes qui se sont réveillées un matin en disant « je sais très bien lire le titre, c'est super, je suis un expert de la réglementation », tant s'en faut. Donc ces certifications et ces labellisations sont les bienvenues puisqu'elles vont permettre d'avoir des personnes mais qui seront reconnues unanimement. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle, et doublement parce que, à la fois pour la qualité de l'intervention, et puis je trouve qu'elle arrive à, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle arrive à point parce qu'elle permet de visualiser en pratique, dans une étape supplémentaire de visualisation pratique par rapport à ce qui nous a été dit juste avant, tout ce dont on a parlé le reste de la journée. Vous savez qu'il va y avoir maintenant une synthèse, mais est-ce que vous avez des questions à poser à ma consoeur ? J'ai une question. Est-ce que ce bilan, on a le droit de le rendre public ou est-ce qu'on est obligé de le rendre public ou est-ce qu'il doit rester confidentiel ? Non, on a le droit de le rendre public. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas... Alors, en ce qui concerne le registre, parce qu'on va prendre les deux outils, ouais. Le registre peut être accessible à la demande de toute personne. Donc donc voilà, donc il peut être. Alors vous avez alors encore une fois, c'est le choix des organismes. Vous avez des organismes qui ont choisi de le diffuser, de le mettre en ligne. Il y a des organismes qui le mettent sur leur intranet, de façon à ce que leurs différents collaborateurs y accèdent. Et en ce qui concerne le bilan, a priori, c'est un document qui est aussi censé être accessible. Merci. Bien, merci beaucoup. Je vais appeler Valérie Laure.